Continuons donc le cours sur l'électrocinétique. On va regarder maintenant les différents types les différentes natures des signaux qu'on peut avoir. Donc on va déjà avoir les signaux continus. Et pour nous simplifier la vie, dans un premier temps, ce qu'on va étudier, c'est les sources idéales de tension continue, qu'on va noter E. Alors pourquoi idéal? C'est juste parce que c'est quand même beaucoup plus simple de faire des études avec un système qui est idéal, plutôt que de commencer à rentrer dans la complexité du réel. Donc dans un premier temps, il faut bien maîtriser une source idéale de tension, et plus tard, on verra, quand on rentre un peu dans le détail, comment ça se passe. Donc elle va avoir une notation, donc on repart toujours sur le schéma, ça va être schématisé comme ça avec un rond et un trait qui la traverse. Le trait il symbolise le fil, et donc je vais avoir au-dessus une flèche de tension, et en général on va la noter E, cette tension. Donc ça représentera une source idéale de tension continue. Qu'est-ce que ça représente? En fait, si jamais on trace la tension en fonction du temps, on va se rendre compte que cette tension est continue, elle va être constante pendant tout le temps où on l'utilise. Donc on aura le schéma qu'on a ici. On va avoir plusieurs façons de la noter. Donc si jamais on regarde un petit schéma avec une résistance, donc quelque chose qui ne sert pas vraiment à grand chose, mais voilà, on commence par des choses simples. Donc on pourra le noter ici, ça c'est un symbole qui est réservé aux piles ou aux batteries. Donc avec deux traits, avec le grand trait c'est le plus, le petit trait c'est le moins, et donc ça c'est une source idéale de tension, donc une pile ou une batterie. Ça pourrait être autre chose, on va dire qu'une pile ou une batterie, on pourrait d'ailleurs symboliser une pile ou une batterie comme ça marcherait aussi, mais celui-là est bien réservé aux piles et aux batteries. Donc là ici c'est pareil, on a une source de tension, on va avoir notre flèche qui va être notée au-dessus, qui va être notée E, on verra souvent on l'appelle VCC. C'est pareil. Ici, si jamais il devait y avoir une flèche, ça serait exactement les mêmes notations. Les mêmes notations. Et donc, une autre façon de le faire, une autre façon de noter les choses, c'est de noter, voilà, comme en fait cette source de tension crée une différence de potentiel entre le plus et le moins, entre chaque côté de la source, et bien d'un côté, je vais avoir la masse, et de l'autre côté, je vais avoir mon potentiel le plus élevé. Et donc, je pourrais aussi le noter comme ça, c'est-à-dire que j'ai ma résistance, avec ici qui est relié à la masse, et j'ai un potentiel VCC, ici, qui est créé donc par la source idéale de tension, et donc que je retrouve de ce côté-là. Et donc ces trois schémas sont équivalents, ils représentent la même chose. Donc il faudra voir dans les cours, dans les exercices, dans tout ce qu'on peut faire, il faut s'habituer à jongler avec ces trois façons de présenter, voilà, de noter une source idéale de tension. On va également avoir des sources idéales de courant, et celles-là, elles vont être un tout petit peu différentes. On va se rendre compte que voilà, on va avoir un rond, le trait ce coup-ci va être vertical, et je vais avoir donc le fil du circuit, et je vais avoir une petite flèche I pour indiquer que c'est bien une source idéale de courant. Comment est-ce que ça se représente? Même principe que pour les tensions, quand je trace le courant en fonction du temps, on va se rendre compte que le courant est constant pendant toute l'utilisation de ma source idéale de courant. Donc ça, par exemple, ça peut être une source idéale de courant, ça peut être un alternateur dans une voiture, on pourra le considérer comme une source idéale de courant. Donc on verra ce que ça a comme implication pour nous. On va maintenant regarder les signaux alternatifs et périodique. Alors, bon, alternatif de manière générale, et périodique, c'est un cas particulier des signaux alternatifs. Mais c'est principalement eux qui vont nous intéresser. Donc là, ici, sur le graphique, on voit qu'il y a trois signaux différents. Et donc, il y a des termes ici qu'il faut bien garder en tête. Le signal bleu, donc il a une forme sinusoïdale, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un signal sinusoïdal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il répond, en fait, on va le voir même plus tard, pour dessiner ce signal-là, et ben, on va utiliser la fonction sinus, et c'est celle-là qui va se tracer quand on va tracer la courbe.
On peut également avoir des signaux triangulaires. Donc ça, c'est le signal rouge. Et on voit en fait, lui, c'est des segments de droite, ou des segments, en fait. Ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Et donc ça nous fait un signal triangulaire. Et enfin, on peut avoir en vert des signaux en créneau. Et donc un créneau, c'est quoi? C'est que je vais être constant à une valeur pendant un certain temps, et puis ensuite je vais être constant à une autre valeur pendant un certain temps. En général, c'est le même délai. Et donc on va avoir comme ça une oscillation entre deux positions constantes. Et donc ça me crée un signal en créneau. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ce qui va nous intéresser, ça va être de déterminer la période des signaux et la fréquence des signaux. Alors, on va regarder comment est-ce qu'on mesure la période. La période, en fait, on va choisir un point de la courbe. Et là, on va simplifier la vie. On va prendre quand les signaux sont égaux à 0. Donc là, par exemple, il y a donc sur les premiers signaux, on va regarder le signal en créneau. Quand je regarde à l'instant 0 ici, donc celui qui est là, celui où la flèche a été tracée, je suis à la valeur 0 et j'ai la tangente à mon signal ici qui est verticale. Et donc maintenant, pour trouver la fréquence, il va falloir que je regarde quand le signal a la même valeur et c'est bien un et, que la tangente va dans le même sens. Donc quand je regarde, quand est-ce que ma courbe verte est égale à 0, elle est également égale à 0 ici, sauf que ma tangente va dans l'autre sens, et donc ce n'est pas le point que je vais garder pour mesurer ma période. Je retourne au point suivant où ma courbe est égale à 0, c'est ici, à 1 millième de seconde. Et quand je regarde, la tangente à la courbe ici, elle est bien dans le même sens que mon point de départ, et donc c'est là que je vais pouvoir déterminer la période. Quand je regarde, je vais pouvoir faire la même chose pour les trois signaux. Donc là ici, c'est la tangente au signal sinusoïdal. Elle est aussi égale à 0 ici, mais on voit que la tangente est dans l'autre sens. Et pareil, ici, j'ai la même tangente qu'auparavant, et donc c'est bien toujours à ce point-là, entre ces deux points-là, que je vais avoir ma période. Pareil pour le signal triangulaire, tangente ici, la tangente n'est pas identique, j'ai un autre point qui est égal à 0 ici, et la tangente est la même que à t égale 0 ici. Donc je vais avoir à chaque fois ma période qui va être pour les trois signaux, donc ils vont avoir la même période, et la période va être prise entre 0 et 0,001. Donc quand je regarde, cette durée, que je vais noter grand T, ça va être la période de mes signaux ici, puisqu'ils ont tous la même période. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être de déterminer la fréquence de ces signaux. Donc c'est deux grandeurs qu'il faut bien connaître, la période, il faut savoir comment est-ce qu'on la détermine, et une fois qu'on a déterminé la période, on peut déterminer la fréquence en utilisant la formule f, la fréquence, est égale à l'inverse de la période, donc est égale à 1 divisé par grand T, le T qui est là. Ce f, son unité, ça va être des hertz, où c'est 1 sur des secondes, c'est équivalent à des hertz, des secondes moins 1. On pourra aussi le noter. Et donc on note T, la période, on va la mesurer en secondes. Et donc ça, c'est vraiment, sur les signaux alternatifs et périodiques, c'est vraiment la base qu'il faut maîtriser parfaitement pour pouvoir avancer. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, regardez de nouveau la vidéo, et si jamais c'est pas clair encore, et ben vous venez me voir pour me poser des questions. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Alors, on se retrouve voilà, avec nos signaux qu'on a déjà vus, et on a notre période de 1 millième de seconde, et donc ça nous fait une fréquence ici, on note 1 sur t, donc c'est 1 divisé par 0,001 seconde, puisque ça c'est 1 millième de seconde, et donc on trouve une fréquence de 1000 Hz pour mon signal qui est représenté ici. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est l'amplitude. Alors, l'amplitude, on pourrait imaginer que c'est la différence entre le max de la courbe et le minimum de la courbe. Eh bien, en électricité et sur les signaux alternatifs et périodiques, ça va être
l'amplitude crête à crête qui sera égale à 2 fois l'amplitude. Ça veut dire que l'amplitude, en fait, elle est là. Je vais avoir ma valeur moyenne, on va voir juste après ce que c'est. Et ma valeur moyenne, mon amplitude, elle est comprise entre la valeur moyenne et la valeur max, ou alors entre la valeur minimale de mon signal et la valeur moyenne. Et c'est là que j'ai l'amplitude, pas ailleurs. Et donc si jamais je résume, eh bien je vais avoir 2 fois l'amplitude, donc l'amplitude crête à crête, c'est égal à quoi? C'est égal à mon Vmax, ici, si jamais c'est une tension, Vmax, moins mon Vmin, la tension minimale qui est atteinte par le signal. Et donc ça me fait 2 fois l'amplitude. La valeur moyenne, et ça de manière générale, ça va être Vmax plus Vmin divisé par 2. C'est-à-dire qu'on prend le maximum, on lui ajoute le minimum, et quand on divise par 2, on arrive à la valeur moyenne. Donc faites attention, ici c'est un moins, le 2 fois l'amplitude c'est Vmax moins Vmin, et pour la valeur moyenne c'est Vmax plus Vmin qu'on divise par 2. Donc là ici, de manière assez évidente, elle est nulle, mais c'est pas forcément toujours le cas, donc il faut bien garder ces deux formules-là, ou réussir à la retrouver, comprendre la logique en tout cas, et réussir à la retrouver. Alors on parlait justement de valeur moyenne, et on va regarder la valeur moyenne sur quelque chose qui n'est pas très centré. Et donc là on a un signal, donc on voit le 0 ici, l'axe des abscisses est ici, et on a un signal S de t, donc c'est un peu comme le f de x, sauf que là au lieu de l'appeler f on l'appelle x, on l'appelle s, pardon, et au lieu que la variable ce soit x, eh bien c'est la variable, ça dépend du temps, donc c'est S de t. Et donc j'ai une fonction comme ça, qui est un petit peu, voilà, elle est scalée. Et donc j'ai une période delta t, ici, la période du signal, donc qui se reproduit à l'infini et à toujours avec la même forme. Et bien en fait ce que je vais regarder, ça va être les aires qui sont au-dessus et en dessous de l'axe des abscisses. Donc là ici j'ai l'aire au-dessus du signal, qui est en rouge ici, et je vais avoir l'aire qui est en dessous du signal pour S de t inférieur à 0, et je vais avoir cette aire qui est là. Et donc ma valeur moyenne, ça va être, une autre façon de le voir, ça va être l'aire qui est au-dessus de mon axe des abscisses, moins l'aire qui est en dessous de l'axe des abscisses. Alors attention, l'aire, elle est toujours positive, hein, c'est pour ça qu'on l'enlève, on la supprime, enfin on fait une soustraction, et on va le diviser par le delta de temps qu'on a ici pris en compte, c'est-à-dire la période de mon signal. Et donc ça va me permettre de calculer la valeur moyenne. Alors ça c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on va pouvoir l'appliquer en électricité, mais on va aussi pouvoir l'appliquer pour tous les signaux, si jamais on doit faire une approximation, parce que des fois c'est pas toujours évident d'avoir, on va dire, l'équation de la fonction. Et donc, si jamais par exemple on regarde le démarrage d'un moteur, on va avoir un pic de courant, et ensuite il va redescendre. Et donc, si jamais on veut calculer la valeur moyenne, on va pouvoir tracer approximativement des triangles et des rectangles. On va calculer les aires, et ça va nous permettre de calculer une valeur moyenne approximative. Ça ne sera pas parfait, mais en tout cas de se rapprocher. Et en fait, ce qui est important en sciences de l'ingénieur, c'est d'arriver à un résultat. Qui est une logique en tout cas. La précision elle va être importante, mais voilà, des fois, on accepte une légère imprécision. Qu'est-ce qu'on peut encore raconter sur les signaux alternatifs et périodiques? Eh bien, ici, on se retrouve avec un signal centré. Et ce qui va nous intéresser, ça va être, on va voir, la valeur efficace, principalement. Donc là, ici, signal centré, je vais avoir mon amplitude qui est là, donc entre la valeur moyenne et la valeur max. Et la fonction, en fait, pour une courbe sinusoïdale, elle va être notée, donc cette fonction S de t, donc S, comme je vous l'ai dit, ça pourrait être f, g de quelque chose, voilà, c'est pas grave, c'est comme en mathématiques. Ici, la variable c'est t, c'est pas x, donc c'est pour ça qu'on note S de t, et ça va être égal ici, donc à notre amplitude, A, multiplié par la fonction sinus, et dans la fonction sinus, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver 2pi, donc ça c'est une constante, on le met tout le temps. T, c'est notre variable ici, c'est l'équivalent du petit x en mathématiques, et
cette variable, je vais la diviser par grand T étant la période de mon signal. Et donc si jamais vous faites ça sur votre calculatrice, en faisant attention à bien vous mettre en radian, et bien quand vous allez tracer la courbe, et que vous prenez une mesure, et bien vous allez retrouver exactement la même courbe. Donc là par exemple, on prendrait A, ça serait 10, puisque ici on est bien entre la valeur moyenne qui est à 0 et la valeur max qui est à 10. Donc ça c'est l'amplitude. La période T, ben, on prendrait 0,001. Et si jamais on trace ça, on tape par exemple f de x égale à 10 fois sinus de 2pi fois x divisé par 0,001, et bien on va retrouver exactement cette courbe-là. Et donc comme je vous l'ai dit juste avant, ce qui va nous intéresser ici, c'est la valeur efficace. C'est une grandeur qu'il va falloir savoir. Peut-être que je vous expliquerai à un autre moment ce qu'elle représente. La valeur efficace, ça va être la formule générale pour une fonction sinusoïdale. Ça va être que la valeur efficace, qu'on va noter grand S, efficace, E2F, voilà, avec un petit... on le met en... Bref, j'avais pas retrouvé le mot, mais en tout cas, on note comme ça. Ça va être la racine carrée de A carré, donc l'amplitude, divisé par 2, plus B au carré, on va voir que c'est juste après, on va voir que c'est le décalage par rapport entre la valeur moyenne. En fait, ça c'est la valeur moyenne. Donc ici, la valeur moyenne, elle est nulle. Et donc on peut simplifier pour un signal qui est centré par rapport à l'axe des abscisses. La valeur efficace, ce sera A carré, donc l'amplitude au carré, divisé par racine de 2. Tout simplement, il faut juste accepter et appliquer la formule dans un premier temps. Justement, quand on a un signal qui n'est pas centré, eh ben on va se retrouver ici, donc on calcule notre valeur moyenne, alors on prend le min plus le max, on le divise par 2, donc ici en tout cas c'est 5. On va avoir ici notre amplitude, donc entre la valeur moyenne et la valeur max de notre signal, on va pouvoir avoir donc la fonction s de t, toujours comme avant. Ce coup-ci, ça va être a sinus de 2pi petit t divisé par la période, grand T. Et on va lui ajouter ici notre valeur moyenne, plus b. Et donc c'est ce qu'on va avoir, où a c'est l'amplitude, t c'est la période de mon signal, petit t c'est la variable, ici c'est le temps, et notre b c'est notre valeur moyenne qui est différente de 0 ici. Et donc la valeur efficace, ça va être la formule qu'on a vue déjà avant, mais de base. Donc ça va être la racine carrée de a au carré divisé par 2 plus b au carré. Donc c'est pour ça, moi j'aime bien retenir cette formule-là qui est plus générique que la valeur efficace, et puis après on enlève le b au carré quand on a un signal qui est centré autour de l'axe des abscisses. Donc on va s'arrêter là pour cette partie. C'est déjà assez conséquent. Prenez bien le temps, comprenez tout ce que j'ai pu expliquer là dans cette vidéo-là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires de la chaîne ou alors en cours si jamais je vous ai en cours. En tout cas, vous devez absolument maîtriser tout ce qu'on a vu là en première sciences de l'ingénieur. Donc voilà, à plus tard.